cœur des défis. Au cœur des défis. Bienvenue dans votre débat Au cœur des défis, l'émission qui fait bouger les lignes. Humanitaire, acteurs du développement, société civile et institutions se retrouvent ici pour confronter leurs idées, partager leurs expériences et bâtir ensemble un avenir meilleur. Au cœur des défis. Au cœur des défis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio Humanité et Développement HDFM, votre radio communautaire au service de l'IMA, de la solidarité et du changement social. Aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission de Au cœur des défis, un espace de réflexion et de dialogue consacré au parcours de vie, aux engagements citoyens et aux défis sociaux qui façonnent notre pays. Notre émission du jour est dédiée à une thématique essentielle, l'éducation inclusive et la place des enfants aveugles et malvoyants dans notre système éducatif. Un sujet qui nous interroge collectivement sur le droit à l'éducation, l'égalité des chances et la responsabilité de la société envers les plus vulnérables. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un homme dont le parcours force le respect, véritable fierté. C'est une chance pour nous de l'avoir sur notre plateau. Monsieur Youssouf Diakité, fondateur de l'école des jeunes aveugles du Mali, éducateur engagé et acteur majeur de la promotion de l'éducation inclusive. Monsieur Diakité, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Boré et bonjour à tous les auditeurs de la radio HDFM. Et merci d'avoir pensé à m'inviter pour que je m'exprime dans ces studios. C'est un plaisir véritable, Monsieur Diakité. Bienvenue dans votre débat Au cœur des défis, l'émission qui fait bouger les lignes. Alors, Monsieur Diakité, nous commençons cette émission et je suis certain que nos auditeurs et auditrices ont hâte de vous entendre parler. Alors, pouvez-vous nous parler tout d'abord de votre parcours personnel et éducatif et nous expliquer comment vous avez construit votre chemin d'apprentissage et d'engagement face aux obstacles que vous avez rencontrés. Ça peut paraître long, Monsieur Diakité, mais c'est vraiment important pour nous de savoir. Ok, Monsieur Boré, je vous remercie beaucoup pour cette première partie, ces premières questions qui sont des questions auxquelles je m'empresse de répondre. Moi, je suis Youssouf Diakité, je suis non-voyant de naissance, je suis fruit de l'Institut national des aveugles du Mali qu'on appelle IGIA. Après l'IGIA, j'ai fait le parcours en passant par le lycée de Barala qu'on appelait la colonne du savoir à l'époque. Et après le lycée de Barala, j'ai été à l'école nationale d'administration. J'avoue que c'est un parcours qui n'a pas été facile, mais qui a été couronné de succès parce qu'au finish, on sort avec un diplôme, une maîtrise en droit privé. Mais toutes les difficultés auxquelles on a été confrontés, on a eu la chance, le courage et le privilège de les surmonter. Par contre, je me suis aussi intéressé à l'informatique. Je sais que nous en arriverons plus tard, après, pour pouvoir être expert en informatique aujourd'hui et être au service des jeunes aveugles du Mali et de tous ceux dont les besoins sont en informatique et en TIC en général. Non, mais merci énormément, Monsieur Diakité. Et ce que vous dites est très important. Vous dites que vous n'avez jamais baissé le bras à force de courage, que ça a été couronné de succès ce parcours. Et c'est véritablement un message que vous envoyez à nos auditeurs. Alors, Monsieur Diakité, quelles ont été les étapes déterminantes qui ont orienté votre vie vers l'éducation et l'engagement au service des autres? Monsieur Boré, je dois vous dire d'abord que pour moi, ce sont les autres qui comptent. Parce que aujourd'hui, un non-voyant de naissance qui arrive à un tel stade a forcément la chance de réussir dans la vie. Et cette réussite, il faudrait je mette ça au profit des autres qui n'ont pas eu la chance pour l'instant d'être là où moi je suis. Voilà pourquoi je dis que pour moi, ce sont les autres qui comptent. C'est eux d'abord qu'on doit essayer de mettre, c'est cette assertion que j'essaie de mettre en exergue tous les jours et dans mon parcours de tous les jours, dans mon combat de tous les jours. Et j'essaie toujours d'être au service des gens et d'essayer de leur être utile. Voilà pourquoi j'ai aussi pensé utile
de créer une école pour aveugles à Missala. Monsieur Diakité, votre scolarité, puis votre formation universitaire au Mali, mais aussi à l'étranger, notamment en France, ont marqué votre trajectoire. Qu'est-ce que ces expériences vous ont appris sur la place du savoir, de l'éducation et de la transmission dans une société? Vous savez, pour les non-voyants que je suis, la scolarisation, a priori, ce n'est pas facile. Mais nous avons eu la chance à l'IJA d'avoir des enseignants de qualité qui ont su, compris et cru que quelque chose était faisable pour nous. Voilà pourquoi ils ont mis le paquet double pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Vous savez, au lycée, nous étions des non-voyants parmi les voyants. Donc, ça amène une autre chose qu'on appelle le suivi. Notre suivi a été assuré par des enseignants aussi de qualité qui transcrivaient en braille, en noir, pardon. Le noir, je dois préciser que le noir c'est l'écriture des voyants pour nous parce que on appelle ça le noir chez nous. Et nous, quand nous faisions des devoirs ou des compositions dans les examens, ce sont ces enseignants des suivis qui venaient prendre nos copies et les transcrivaient en copie noire pour les mettre à la disposition des enseignants. Donc, si bien que le parcours universitaire aussi a été comme ça. Mais je dois préciser que à l'époque où nous faisions l'ENA, il n'y avait aucun document accessible aux non-voyants. Aucun document, je dis. Nous avons été encouragés à aller vers des bibliothèques pour prendre les documents. Et certains de nos camarades qui étaient vraiment solidaires avec nous ont lu les documents que nous enregistrions sur des cassettes afin de pouvoir les écouter et apprendre les leçons. Franchement, ça, c'était un parcours que je retiens. Je me rappelle encore qu'avec certains amis, on restait éveillés jusqu'à 4 heures du matin pour pouvoir lire et enregistrer des documents qui nous étaient utiles, notamment le régime général des obligations, par exemple, ou le code de procédure pénale à l'époque, et le code de procédure civile et commerciale à l'époque. Donc, vraiment, c'est des parcours que je ne peux pas du tout oublier parce que vous voyez un peu toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté. Mais moi, j'étais convaincu qu'au bout de ces efforts se trouvait la récompense, c'est-à-dire les diplômes qui allaient me permettre d'avoir accès au monde de l'emploi et me débrouiller pour pouvoir être au service des autres non-voyants. Monsieur Boré. Non, mais monsieur Diakité, sincèrement, à vous écouter, moi, je suis vraiment très heureux. Heureux dans le sens où on sent toute la passion, toute la force, tout le courage dans ce que vous dites. Parce que même pour un étudiant disposant de tout, ce n'est pas évident. Et vous, dans votre situation, vous avez redoublé d'efforts et vous êtes arrivé véritablement à la victoire. Donc, monsieur Diakité, avec tout ce qu'on vient d'apprendre avec vous, à quel moment avez-vous senti que votre parcours personnel pouvait dépasser le cadre individuel pour devenir un engagement structuré au service d'un collectif? À quel moment véritablement? Vous savez, moi, j'ai toujours été passionné des machines. C'est-à-dire que les montres braille, les téléphones, avant même que le numérique n'arrive, moi, j'ai eu toujours une passion pour les machines. Donc, avec l'avènement de l'informatique au Mali en 2000, l'an 2000, il y a eu un événement que les autorités avaient organisé à l'époque. On appelait Bamako 2005, l'avènement de l'informatique au Mali, voilà, j'y parviens finalement. Donc, lors de cet événement, moi j'ai eu une chance de parler sur RFI à l'époque, je me rappelle. Parce que j'ai dit que voilà, bon, l'informatique c'est inaccessible pour nous autres non-voyants. On n'a pas la chance, à l'époque, on n'avait pas la chance d'accéder à l'informatique, de savoir qu'est-ce que Word, qu'est-ce que Excel, qu'est-ce que PowerPoint, qu'est-ce que le mail. Mais à l'époque, je me rappelle avoir dit sur RFI que nous préconisions l'arrivée des BrailleNet. BrailleNet, à l'époque, c'était le système que les Européens avaient mis en place pour pouvoir faire accès aux non-voyants, accéder aux non-voyants l'informatique. C'était pas du tout au Mali, c'était pas, parce que vous savez, c'était une nouvelle chose. Moi, je me suis dit, voilà, bon, en tout cas, c'était un défi pour moi de pouvoir faire cette formation en informatique. C'est là que j'ai compris que je peux être utile aux gens en allant faire cette formation. Et cette formation, je l'ai fait en France en 2007 pour la première fois, à l'Institut Montéclair d'Angers. Après plusieurs combats, parce que je ne dirais pas combat, ce n'est pas le mot approprié. Après plusieurs batailles pour pouvoir avoir les fonds nécessaires qu'il faut pour cette formation. Et là, c'est le moment pour moi de remercier mon directeur Luc Togo qui a mis le maximum, qui a compris que quelque chose est faisable pour Youssouf Diakité, qui était le seul non-voyant de la direction et le premier. Franchement, c'est ce qui m'a donné ouverture au monde et à l'informatique.
et qui a été aujourd'hui utile pour, pas pour le Mali seulement, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest et la sous-région. Merci énormément à vous, Monsieur Diakité, pour le parcours et merci énormément à votre directeur qui a véritablement compris qu'en vous donnant cette chance-là, se donner la chance à beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont en train de profiter de vous, vos connaissances et de toute cette formation de qualité que vous avez eue. Alors, Monsieur Diakité, comme vous le voyez, je suis véritablement très heureux, très ému. C'est vraiment l'idée de la radio, avoir de telles émissions où on parle de personnes qui véritablement sont des références pour encourager les autres, mais aussi des initiatives particulières et exceptionnelles comme les vôtres. Alors, Monsieur Diakité, vous avez exercé des responsabilités importantes au sein du mouvement associatif, notamment comme vice-président de l'Union malienne des aveugles. Que vous ont apporté ces fonctions dans votre compréhension des réalités institutionnelles et éducatives du pays? Ça, c'est une question qui me paraissait importante que je ne passerai pas sans remercier l'ancien président du mouvement, Moumouni Diarra, qui a compris que la jeunesse devrait être au cœur du mouvement associatif. En 2002, j'ai intégré l'UMAV comme vice-président. Et là, c'est cela qui m'a permis de parcourir. Et comme président du comité des jeunes aveugles du Mali, Général Souel souligné, c'est ce qui m'a permis d'aller à Yaoundé en 2004 pour aller assister à un forum dédié aux jeunes où j'ai été nommé comme coordinateur du mouvement des jeunes aveugles de l'Afrique de l'Ouest. Et après, il y a eu le projet Kekeli Diama. Kekeli Diama, c'est un projet que les Français, l'instrumental d'Angers, avaient monté en Afrique ici, qui réunissait le Mali, le Burkina, le Niger, le Togo et le Bénin, autour de thématiques très importantes comme l'accessibilité à l'informatique ou les orientations, les AVJ. Les AVJ, c'est les activités de vie journalière. Donc, mon passage à l'UMAV, c'était de 2002 à 2016. Ça m'a donné une expérience de la vie associative et de comment devrait être un responsable dans une structure comme mon école. Ça m'a donné une expérience qui me profite très, 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 très bien aujourd'hui. Et ça, je le dois, comme je le disais, à l'ancien président de l'UMAV, qui se repose tranquillement chez lui aujourd'hui. C'est très important. Et si cela a facilité une telle compréhension pour vous, cela aujourd'hui aide également énormément de personnes. Alors, de cette question va découler une autre, Monsieur Diakité. Comment analysez-vous aujourd'hui la prise en compte des personnes aveugles et malvoyantes dans les politiques publiques, en particulier dans le domaine de l'éducation? Dans le domaine de l'éducation, franchement, c'est une faible prise en charge. C'est vrai que l'État fait et les partenaires font beaucoup pour les institutions qui existent, pour les institutions spéciales. Parce que vous savez, quand on parle d'éducation spéciale, c'est pas les non-voyants seulement. Il y a les malentendants et puis les déficients mentaux. Et donc, l'État fait ce qu'il peut et les personnes aussi de bonne volonté font ce qu'ils peuvent. Mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup. Notamment l'accès aux TIC et l'accès aux outils de première nécessité pour nous. Notamment l'informatique, les TIC, tout. L'État fait beaucoup, mais pour l'instant, c'est ce secteur qui n'est pas bien développé. Et c'est ce qui permet aujourd'hui aux personnes handicapées visuelles ou pas d'avoir une ouverture sur le monde aujourd'hui. Non, cela véritablement est très important. Et je me dis que c'est parce que vous avez connu ces difficultés et que vous savez que nombreux sont les enfants et les jeunes qui sont confrontés à ces difficultés, ô combien nombreuses, que vous avez décidé de créer l'école des jeunes aveugles de Missala. Exactement. Vous savez, l'idée de cette école part du fait que moi, j'ai eu cette chance aujourd'hui d'être expert en informatique et d'être aujourd'hui ce que je suis. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de ne pas être mendiant, de ne pas être attaché à quelqu'un d'autre pour ma survie. Dieu merci. Excusez-moi si je choque, je heurte les sensibilités. Voilà. Moi, je me suis dit que Youssouf, c'est aussi à son tour de penser aux autres et de faire ce que tu peux. J'ai pensé à beaucoup de domaines, notamment la création d'un centre informatique, la création de beaucoup de choses. Mais ce qui m'a retenu mon attention, c'est l'école. Pourquoi? Parce que tout part de l'école. Moi, aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que j'ai été à l'école. Toutes les personnes aujourd'hui, handicapées ou pas, leur place qu'ils occupent, les places qu'ils occupent, ou bien ceux qui sont dans la société ou dans l'administration, aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été à l'école. Donc, le tout part de l'école. Voilà pourquoi j'ai eu la chance de démarcher les autorités du pays pour avoir d'abord un terrain et puis penser à la création de l'école des jeunes aveugles de Missala qui continue aujourd'hui son petit bonhomme de chemin malgré tout.
Monsieur Diakité, comme vous l'avez dit, hein, tout part de l'école. Oui. Tout part de l'école. Réellement, l'école permet de construire l'avenir. L'école permet de donner des possibilités grandioses aux enfants. L'école permet même d'effacer certaines inégalités. Je pense que cette initiative est très belle. Au-delà d'être très belle, elle est porteuse d'espoir pour beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes qui sont. Je me demande quel est le sentiment de ces enfants quand ils se retrouvent dans votre école. Oh, franchement, c'est un sentiment de fierté et surtout un espoir pour eux parce que la plupart des enfants que moi j'ai aujourd'hui sont soit des enfants orphelins ou des enfants abandonnés par leurs parents. Je m'excuse de l'expression si je Non, fais non, encore allez-y, des c'est sensibilités. important. Enfin, bon, parce que, donc voilà, en se retrouvant avec moi, je joue non seulement le rôle d'éducateur pour eux, mais aussi le rôle de chef de père de famille pour eux. Donc c'est un sentiment de fierté, de fierté et d'espoir retrouvé. Et je me rappelle encore un jour quand j'invitais les enfants à la maison pour qu'on fasse la fête de Tabaski. Il y a une fille qui m'a dit que tonton Diakité, tonton Youssouf, moi, je n'ai jamais aussi bien mangé la viande qu'aujourd'hui. Ce jour-là, j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Et ça, c'est les choses que j'entends en longueur de journée avec ces enfants. Mais ils sont à l'internat, ils sont nourris, logés, scolarisés et pris en charge à 100%. C'est vrai que c'est les enfants qui ont besoin quand même de cela. Ils ont vraiment besoin de ça pour éviter à leurs parents d'avoir mis au monde un enfant qui n'a pas d'avenir pour eux. Voilà pourquoi il y a la plupart des enfants que moi j'ai chez nous sont abandonnés. Mais avec le combat qu'on fait, on a retrouvé pas plus tard qu'avant-hier un père de famille qui m'a appelé pour dire que lui, son enfant, c'était la première fois depuis 5 ans maintenant que j'avais un enfant. C'est hier que j'ai eu le coup de fil de son père. Parce que l'enfant, présentement, il fait la 6e. Donc, le père n'avait pas du tout imaginé qu'un enfant comme ça, parce il est de Bougouni, il pensait que oui, pour un enfant, quand il est non-voyant, il n'a aucune chance de pouvoir aider ses parents, aucune chance de faire quelque chose, d'être lui-même, on va le dire. Mais déjà, avec l'école, et que cet enfant qui est présentement à la 6e, son papa a compris que quelque chose était faisable. Et il a passé tout son temps à parler de remerciements. Bon, mais moi, j'ai trouvé que. Je lui ai dit, bon, voilà, c'est vrai, ton enfant est à l'école. Moi, je suis un éducateur, mais je ne peux pas prendre ta place. Au moins, les simples coups de fil, de temps en temps, ou lui envoie des jetons, ça permettra à l'enfant de comprendre qu'il a au moins un parent qui pense à lui. Et quand lui aussi, il va grandir et devenir quelqu'un, aussi, il y aura le retour de l'ascenseur. C'est tellement vrai. Et c'est bien que des enfants aient un tel cadre. Parce que au-delà de tout l'amour que vous leur donnez, c'est aussi cette possibilité-là véritablement d'avoir un avenir. Je ne voudrais pas vous couper, mais vous savez que j'ai opté pour déménager à l'école à côté de ses enfants. J'étais en famille, j'ai opté pour déménager à côté d'eux, uniquement dans le seul but de pouvoir les encadrer mieux, de m'occuper d'eux et d'être au cœur même de leurs problèmes. Parce que j'étais à la maison, mais je vais à la maison chaque week-end, mais je suis avec eux tous les jours. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que je n'avais même pas commencé encore. Non, mais monsieur Diakité, merci pour votre engagement. Merci pour ce beau travail que vous faites et c'est certain que cette initiative-là sauve carrément des enfants du Mali. Moi, je suis très ému, vous le sentez Oui, peut-être à tout à ma fait, tout voix, à fait, là, oui. mais c'est parce que je pense que des initiatives de la sorte sont vraiment celles qu'on doit aider. C'est des initiatives comme ça qu'on doit porter, c'est des initiatives qui méritent véritablement tout un soutien. Alors, monsieur Diakité, depuis l'ouverture de l'école, quels résultats concrets l'école a-t-elle permis d'obtenir, aussi bien sur le plan éducatif que sur le plan social et humain pour les enfants scolarisés? Franchement, cette question, peut-être qu'il devait venir depuis le départ parce que c'est une belle question. Et d'abord, je vous dirais que l'école, nous présentons aujourd'hui, cette année, nos premiers candidats au DEF, y compris 2 non-voyants. Cela veut dire déjà que, malgré toutes les difficultés et les défis que nous avons eu à lever, nous sommes aujourd'hui encore là et nous serons là même toujours pour pouvoir faire quelque chose pour ces enfants non-voyants. Et la deuxième chose, c'est que nous avons un internat qui permet aux enfants d'avoir un cadre super pour pouvoir être dans un abri qui leur permet de s'épanouir et d'être aujourd'hui à l'aise moralement. Cette bonne moralité que je cherche, je pense que je suis en train d'avoir ça avec les enfants, franchement. Ils se sentent très bien à l'aise avec moi. Ils sont heureux d'être à l'école et ils tentent de faire le maximum. Il y en a qui disent que tonton Diakité, demain,
à la prochaine composition, je serai premier. Et c'est des enfants qui sont en saine émulation avec leurs camarades clairvoyants. Je vous apprends que ces enfants, ils sont tellement heureux que maintenant, ils commencent à jouer au ballon eux-mêmes, tout seuls, tout seuls. Et j'ai des enfants non-voyants qui sont avec moi, qui tentent de jouer au ballon avec leurs camarades clairvoyants. Non, mais c'est très intéressant, ça fait énormément plaisir. C'est carrément un cadre inclusif. Ouais. Monsieur Diakité, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi très important. Ces enfants-là, des non-voyants, des voyants, comment est-ce que ça se passe véritablement? Ok, vous savez, moi j'ai opté pour un système qui n'existe pas au Mali. Au Mali, ce sont les enfants non-voyants, ou même dans le monde entier. Quelqu'un m'a dit ça en France, que au Mali, même en France, c'est les non-voyants qu'on fait intégrer dans les écoles pour voyants. Mais chez moi, c'est les voyants qui viennent dans mon école pour aveugles. Ça, c'est un phénomène qui n'existait pas. C'est une première. Une première. Bravo. Donc, si bien que ça, c'est déjà une particularité de l'école qui en dit long. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons aujourd'hui, entre les voyants et les non-voyants, on a su créer une véritable fraternité, une véritable corrélation internationale, corrélation extraordinaire qui fait que l'enfant non-voyant s'est socialisé plus facilement par la scolarisation parce que c'était l'objectif. Et l'enfant voyant aussi a compris qu'est-ce que le handicap dès le bas âge. Donc, ils sont en train de cohabiter et très bien. Et même à l'internat, nous sommes avec dans une famille d'accueil. On a fait de telle manière qu'un enfant non-voyant dorme avec son camarade clairvoyant sur le même lit. Donc l'intégration, ça nous a vraiment réussi. Merci beaucoup. Dieu merci. Non, non, mais félicitations véritablement. Et je pense que même pour ces enfants voyants qui sont avec eux, ils vont développer une certaine sensibilité au handicap. Ça, c'est très sûr. Et aider et comprendre et véritablement aider d'autres personnes dans certaines situations. Je dois vous dire qu'il y a certains voyants chez nous qui déjà savent écrire le braille, les 26 lettres. Voilà. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Très, très important. Oui. Ça, c'est plus qu'une bonne chose. C'est comme si ils ont accès à cette écriture-là. Justement. Et ça peut faciliter les échanges avec les autres. Et j'entendais un jour les enfants, on va dire que, les voyants dire que vous là, vous n'êtes pas plus fort que nous. Vous apprenez l'informatique. L'informatique, c'est notre écriture. Donc nous aussi, on va apprendre le braille pour comme vous. La compétition. La belle compétition. Oui, c'est une bonne émulation quand même. Excellente émulation et qui permet à tous ces enfants-là d'être dans un cadre où ils s'épanouissent et ils apprennent. Véritablement, Monsieur Diakité, vous faites quelque chose d'incroyable et c'est important de le dire et de revenir là-dessus. Alors, Monsieur Diakité, comme toute initiative, votre école fait face à des contraintes. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans son fonctionnement quotidien? Peut-être insister véritablement sur ces difficultés-là, parce que cette émission est aussi un cadre de plaidoyer pour dire aux gens de quoi est-ce que vous avez véritablement besoin. Voilà. Merci beaucoup. Mes enfants, je voudrais, parce que vous demandiez un peu les succès de l'école, que j'ai les succès. Aujourd'hui, à l'école des jeunes de Missala, nous avons une salle informatique dédiée à la formation des enfants non-voyants en informatique. C'est vrai que c'est une salle qui a des difficultés parce qu'on n'a pas de courant. On essaie de faire avec des ordinateurs portables. Mais moi, mon défi, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je vise? Les enfants non-voyants, depuis la 5e année, je le dois le préciser, ont accès à l'informatique. C'est pour leur permettre dans le futur de ne pas avoir les difficultés que nous avons eues, les difficultés d'accès à la documentation. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'informatique est partout. Le monde est devenu un seul monde numérique. Donc, voilà. Donc, avec l'informatique, ces enfants non-voyants arrivés au lycée pourront écrire pourront écrire leurs devoirs en noir, comme nous n'avons pas eu la chance de le faire, et participer aux examens nationaux en utilisant les ordinateurs comme instrument de travail. Ça, c'est ce que je vise parce que cela, ça réduit un peu, ça comble les fossés de l'inégalité, de l'inaccessibilité aux documents par les voyants et par les non-voyants, pardon. Voilà. Donc, maintenant, les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est vrai qu'une école pareille, c'est pas sans difficulté. La première difficulté que nous avons, c'est le matériel scolaire adapté, parce que ça n'existe pas au Mali. Moi, souvent, nous sommes en partenariat avec une ONG française, Voir Ensemble. Souvent, quand je vais en France, c'est eux qui nous donnent du matériel scolaire. Et c'est vrai que les enfants non-voyants sont devenus tellement nombreux que c'est insuffisant. La deuxième chose, je vais parler de la tablette Braille, du point son, du cube à rythme et du cube arithmétique par 100. C'est ce qui permet de faire les calculs, quoi. Okay. Donc, nous avons aussi des difficultés par rapport à la documentation pour les premiers cycles parce que
pour tous les fondamentales, pardon, parce que les documents, nous devons les prendre et les transcrire en braille pour que les non-voyants puissent en avoir accès, puissent y avoir accès. Et l'autre défi aussi, c'est la prise en charge de l'internat. Aujourd'hui, nous avons un internat où vivent une quarantaine d'élèves. J'ai une quarantaine d'élèves à prendre en charge. Et le sac de riz de 50 kilos, j'avoue que ça ne fait que 6 jours. Et voilà. Et le prix de condiment, on n'en parle pas. Je me débrouille à donner 6 000 francs par jour. Je sais que ce n'est pas suffisant. Mais pourvu que les enfants puissent avoir quelque chose à manger et dans un cadre un peu acceptable. Et l'autre chose, je dois le dire, franchement, mon ami, c'est le salaire des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, cette école, c'est une école à but non lucratif, je dois le dire. Parce que les enfants voyant que nous avons, ils payent 2 000 francs par mois. Et 2 000 francs, ce que nous recouvrons par mois, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant pour faire même la moitié du salaire des enseignants. C'est vrai que de temps en temps, j'ai des partenaires, des amis qui me font des gestes qui me permettent de pouvoir faire le salaire. Mais si on arrivait à avoir une situation avec quelque chose qui sécurise les charges ou les salaires des enseignants ou les charges de l'internat, ça allait être un ouf de soulagement. Mais moi, je garde toujours espoir, toujours. Je sais que la récompense se trouve au bout de l'effort. Je ne perds jamais espoir. C'est difficile aujourd'hui. Au départ, quand je créais l'école, le point auquel je suis aujourd'hui, je n'avais pas espéré atteindre ce point. Tant c'était difficile. C'était avec 2 petites classes en banco. Aujourd'hui, j'ai 6 classes en dur et 2 classes en banco. C'est vrai que nous sommes à la 9e, mais les 3 classes d'en haut, on les a compartimentées par des contreplaqués pour pouvoir contenir les élèves. Mais l'espoir est permis, franchement. L'espoir est permis. Non, mais monsieur Diakité, c'est fort, c'est très fort. Et je pense que une telle émission, c'est aussi pour dire aux gens qu'il y a des initiatives comme la vôtre, l'école des jeunes aveugles de Missala, qui doivent être soutenues, qui doivent être aidées. Et où il y a plus d'une quarantaine d'enfants qui ont besoin de soutien pour avoir la possibilité, la chance d'avoir accès à l'éducation, une éducation de qualité, une formation qui puisse leur donner une chance de faire un parcours dans ce monde et de se voir offrir des opportunités, de pouvoir faire des examens au même titre que les enfants qui sont voyants. Donc c'est aussi un appel, c'est un plaidoyer pour toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit les humanitaires, que ce soit les associations, pour les inviter véritablement à prendre cela en compte, à prendre connaissance de cette école et aussi à s'investir pour vous aider pour ce travail incroyable déjà que vous faites, Monsieur Diakité. Alors, Monsieur Diakité, on a évoqué un peu ces difficultés, mais il est important pour moi, quel rôle l'État malien joue-t-il actuellement dans l'accompagnement de votre école? Pour l'instant, au moment où je vous parle de l'État malien, on n'a pas encore reçu l'appui de l'État malien. Mais c'est des partenaires qui sont convaincus, qui ont compris mon combat, qui veulent être à côté de moi et qui savent que quelque chose est faisable pour ces enfants non-voyants qui m'accompagnent. L'État malien, pour l'instant, je n'ai pas eu leur soutien. Mais j'ai bon espoir que ça va venir. Parce que vous savez, aujourd'hui, le plus important, c'est de ne pas lâcher, de ne pas reculer. Et là, moi, de nature, je ne lâche pas prise. Je continue, je fonce. Je fonce. La récompense se trouve au bout de l'effort, comme je l'ai dit. Mais pour l'instant, on n'a pas l'accompagnement de l'État. Mais ça va venir. Sinon, je les ai sollicités même beaucoup de fois, mais voilà. Bon, en plus, peut-être c'est une école privée aussi. C'est vrai que c'est un but non lucratif, mais c'est une école privée. C'est pour ça que je n'ai pas l'appui de l'État. Mais c'est une école spéciale aussi, que je dois dire. Donc, c'est ce qui va permettre à l'État de m'appuyer un peu. Mais ça va venir, M. Boris, ça va venir. C'est certain que ça va venir, c'est certain que ça va venir. Dès lors qu'on comprend ce que vous faites au niveau de votre école, l'idée derrière et toute la philosophie derrière, c'est certain que cela va venir. Alors, quel type de soutien serait nécessaire pour consolider le modèle que vous avez à long terme, M. Diakité? Avant de répondre à la question, je voudrais dire que toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient faire une aide, je les invite à visiter l'école d'abord. Excellent. Parce que c'est en visitant l'œuvre qu'on sait exactement de quoi il s'agit et qu'on peut être amené à réfléchir sur ce qu'on doit apporter comme aide. Le besoin que moi j'ai aujourd'hui, pour lequel j'insiste, vraiment, c'est le salaire des enseignants, franchement. Les enseignants de mon école sont... leur salaire, c'est ce qui est compliqué parce que vous avez quelqu'un qui travaille pour vous. Il faut penser à lui mettre dans les conditions pour que la personne donne le meilleur rendement de lui-même. Donc, c'est vrai qu'ils fournissent beaucoup d'efforts. Ils fournissent beaucoup d'efforts parce que
ce qu'on leur paye n'est pas du tout suffisant. Mais aussi, c'est leur part de contribution d'accepter un salaire maigre, un salaire bas, mais de pouvoir aider ces enfants non-voyants à devenir quelqu'un. Vous savez, la plus grande fierté d'un enseignant, c'est de retrouver un jour un élève devenu un cadre ou bien un responsable qui vous arrête au bout de la rue et qui vous salue, qui vous donne quelque chose ou pas. C'est une fierté pour un enseignant de voir de tels jours. Donc mes anciens non-voyants, je sais qu'ils verront ces jours. Mais si on a la chance aussi de pouvoir les appuyer, ça va être bien. Donc la sécurisation des salaires des enseignants, mais aussi de l'internat, parce que aujourd'hui, pour qu'on puisse bien étudier, il faut manger bien. C'est important. Et voilà. Ventre vide n'a point d'oreille. Voilà, exactement. Donc, quand ces enfants non-voyants, on a rassuré que la provision à l'internat est là, c'est suffisant. Et peut-être même pour que le prix du condiment, parce qu'il y a certains partenaires qui donnent de la nourriture, mais pas le condiment. Alors que le riz et le mil, là, ça peut avoir le bois de chauffe. Vous savez, non? C'est important. Voilà, donc c'est ça que je voulais un peu souligner. Sinon, à part ça, franchement, on n'a pas d'inquiétude. Parce que je suis sûr que ces élèves vont réussir. Rien que par leur engagement, rien que par la volonté que moi j'ai pour eux, Dieu ne va pas laisser notre bateau et Jadim chavirer. Pas du tout. Non, c'est certain que ces étudiants vont réussir et qu'on va faire de belles choses. Et je pense que ce que vous avez dit aussi est très important et extrêmement que nos auditeurs, toutes les personnes de bonne volonté qui nous entendent, prendront cas de cela et on est certain que des jours meilleurs viendront. Les communautés locales, les citoyens et les partenaires techniques peuvent s'engager concrètement pour soutenir votre action et renforcer l'éducation inclusive au Mali. C'est vrai que vous en avez parlé, mais je pense que dans une émission de la sorte, il est important qu'on le dise. On dit que la répétition est pédagogique. Tout à fait. Véritablement pour que vous ayez de l'aide. Pour que ces partenaires puissent s'engager, nous être utiles. D'abord, j'ai commencé par dire qu'il faut venir visiter l'école d'abord, n'est-ce pas? C'est important. Après, si nous avons des appuis pour pouvoir trouver à manger aux élèves, faire les salaires des enseignants et avoir des documents, la documentation nécessaire pour les non-voyants et les infrastructures, j'ai oublié de le dire aussi, c'est important. Les infrastructures, ça va nous être assez utile pour pouvoir continuer notre combat qui arrive au bout de la réussite, c'est sûr. C'est vraiment des choses qui, on espère, pourront se faire, que ce soit les infrastructures, les salaires des enseignants qui font aussi un excellent travail avec ces enfants-là. C'est véritablement tout ce que nous espérons, tout ce que nous souhaitons. Alors, Monsieur Diakité, pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser? Nous arrivons à la fin et moi, sincèrement, tellement que je suis heureux d'échanger avec vous, que j'apprends beaucoup, que je suis passionné par le sujet et que je sais à quel point il est important qu'on puisse parler d'inclusion. Je ne souhaite pas que ça finisse, mais on dit tout, qu'est-ce qui ne finit pas, C'est tout vrai, finit. c'est vrai. Donc, C'est vrai. quel message souhaitez-vous adresser aux décideurs, aux parents, à la société, même peut-être même aux enfants même de l'école? Oui. Quel message souhaitez-vous passer? D'abord, je dois souligner que c'est pour moi l'occasion de demander à la région de Koulikoro, parce que nous sommes la seule école pour l'instant spéciale de la région de Koulikoro. C'est important que le gouvernement de Koulikoro, la mairie de Kalabankoro et le préfet de Kalaban, le préfet de Kati fassent quelque chose pour écrire l'école dans leur base de données afin que nous puissions bénéficier des avantages que les organismes spéciaux bénéficient dans notre région, leur commune. Le mot de fin, le mot que j'ai à dire, avant de dire le mot, je voudrais informer les auditeurs que je suis en train d'écrire un livre sur ma vie qui s'appelle Catharsis, qui va sortir peut-être bientôt. C'est pour permettre aux enfants, à toutes les personnes qui vont le lire, de comprendre que la vie, c'est un combat. La récompense se trouve au bout de l'effort et qu'on ne perd rien en tentant les choses. Il faut oser affronter les choses et en les affrontant, on a de l'espoir que ça va réussir. Même si l'espoir n'est pas là dans un premier temps, armez-vous de courage et continuez, ça va venir. Le message que j'ai à dire, c'est de demander aux gens, à toutes les personnes de bonne volonté, de m'aider à aider les enfants non-voyants à construire leur avenir. Parce que l'avenir d'un enfant non-voyant, ça passe par la scolarisation, inéluctablement. C'est le seul scénario privilégié qui permet à l'enfant non-voyant de s'épanouir et d'être demain, de participer à la construction de la nation. Et à ces enfants non-voyants que j'ai à l'école, aux enfants voyants, je leur dis de me prendre comme exemple. Je suis comme eux, non-voyant de naissance. Et la seule chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas été abandonné par mes parents. Je les remercie au passage. Ils ont fait tout pour m'assister. Et de comprendre que les 5 fois premiers que je suis a réussi et qu'eux aussi c'est possible qu'ils le réussissent. Pourquoi pas? Et demain, qu'ils soient l'espoir de leur famille, l'espoir du Mali et l'espoir de toute une progéniture
Merci beaucoup, Monsieur Diakité. Merci énormément. Et nous, à la Radio Humanité et Développement, nous avons hâte de découvrir ce livre dont le titre n'est pas anodin, Catharsis. Et nous sommes certains véritablement que ce sera une réussite et que toutes les personnes qui liront ce livre apprendront de votre parcours, de votre combat et de tout ce que vous inspirez. Parce que, Monsieur Diakité, nous avons été véritablement très heureux de vous accueillir à la Radio Humanité et Développement. Merci pour ces témoignages profonds, inspirants et porteurs d'espoir. Merci pour le travail incroyable que vous faites, pour l'initiative que vous portez. Nous retiendrons avec vous que l'éducation inclusive n'est pas une faveur mais un droit et qu'elle repose sur le courage individuel et la responsabilité collective. Merci énormément. C'était un plaisir de vous avoir. Merci encore, Monsieur Diakité. Je vous en prie. Chers auditeurs et auditrices de la Radio Humanité et Développement, nous arrivons au terme de cette émission, votre émission de référence au cœur des défis. Et véritablement, nous avons énormément appris avec M. Youssouf Diakité. Cette émission vous a été présentée par Yehia Bouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur HDFM, la voix des communautés. Au cœur des défis. Au cœur des défis. Au cœur des défis, l'émission qui fait bouger les lignes. Humanitaire, acteurs du développement, société civile et institutions se retrouvent ici pour confronter leurs idées, partager leurs expériences et bâtir ensemble un avenir meilleur. Au cœur des défis. Au cœur des défis.